Salut tout le monde. Je vais attendre que les gens se connectent. Puis en même temps, je vais en profiter pour faire des petits tests. Euh, on m'avait dit d'enlever mes lunettes parce que ça faisait un reflet du super-héros de Marvel avec les lasers dans les yeux. Ça fait que je vais enlever mes lunettes aujourd'hui. Et en passant, j'ai des lunettes seulement pour la lumière bleue. Mes yeux sont aussi bons que les yeux d'un lynx. OK? Ça, c'est important de le spécifier. C'est des lunettes à 10 pièces. Mais quand tu travailles toute la journée sur un ordinateur, je vois une grande différence au niveau de la fatigue et de la concentration. Fait que si des fois, il y en a qui ne portent pas de lunettes, qui font du télétravail, allez sur Amazon, vous achetez ça. Conseil de l'entraîneur. C'est un décaféiné, je le spécifie. Il faut que je montre l'exemple. Je vais commencer bientôt. Je vais attendre. Il est juste 18h57. S'il y en a des fois qui commentent, je pense que je les vois même pas. Fait que si vous avez des questions, il va falloir que j'aille me connecter avec une autre page Facebook d'ouverte. Ou pour tout ce qui est questions, là, vous pouvez m'écrire en message privé sur MBFit parce que je vais répondre à trois quatre questions à la fin des questions que j'ai déjà préparées. Quand je dis déjà préparé, je ne suis pas allé les étudier. C'est des questions que des fois j'ai au courant de la semaine que j'ai écrit. Puis après, ben, je vais vous lancer la théorie selon mes connaissances et mon expérience. OK? Et je le tiens à préciser, je n'ai pas la science infuse. OK? Je ne suis pas un spécialiste de la physiologie, de l'exercice, ni de la biologie humaine. Je ne suis pas un médecin spécialiste dans le corps humain. OK? Je vous dis selon mes connaissances, mes formations, mon expérience. Ça fait que je vais quand même faire mon possible pour, tu sais, pas bullshiter, là. Tu sais, je suis pas un bullshitter, moi, là. On va vous dire les vraies choses pareilles selon les études et les références. Euh, ouais, c'est ça, je les vois pas, les questions. Ça fait que ça va être par message privé, là, MBFit, Messenger, si vous avez des questions. Je vais y répondre plus tard. Je vais commencer dans 2 minutes, puis après, on va se lancer là-dedans. Vous avez remarqué, je mets toujours une petite couleur différente. On a fait le vert, on a fait le bleu, là, un petit fond de orange, de rouge. J'ai acheté cette lumière-là juste pour vous autres. Je voulais pas vous mettre un gros mur blanc là, en arrière. OK. On va commencer bientôt. 19h, on commence à l'heure, je vous l'ai dit, moi je suis un gars à l'heure, pas tard. OK. Bon, aujourd'hui, je vais répondre à 4 questions. J'ai même des petits dumbbells à côté de moi parce que je vais vous expliquer des choses par rapport à quelques exercices. Ça, je pense que c'est des 20 livres. On devrait s'en sortir. Euh, on va peut-être forcer un peu, là. Ben, c'est pas grave. OK, la première question. Le cardio avant ou après la séance de musculation? Euh, je vais nommer les autres questions aussi, puis après, on va recommencer. OK? La question numéro 2, ça va être sur le bent over row. Est-ce qu'on utilise la prise pronation, supination? Puis je pourrais faire une petite parabole aussi sur le T-bar row. Souvent, je le mets supported, ça veut dire avec un appui. C'est l'exercice où on est penché avec le chest en appui, où ce qu'on va tirer. Il y a aussi la version qui est debout sans appui. Tu sais, on met-tu nos mains comme ça ou comme ça? Ça, je vais vous l'expliquer aussi également. La question numéro 3 va être l'inertie sur certains mouvements comme le dumbbell lateral raise, le close grip bench press et le bend over row, encore une fois. L'inertie, ben ça va être relié à la biomécanique. Okay? Et la dernière question que je vais répondre, c'est la charge allostatique. Pourquoi le stress
accumuler peut vous empêcher de maigrir même si vous êtes actif et que vous mangez bien. Ça veut dire que vous êtes en déficit calorique. Puis par la suite, ben, je répondrai aux questions qui vont être envoyées en message privé sur MBFit Messenger. J'ai 2 pages de Facebook ouvertes, ça fait que je vais pouvoir aller voir par la suite. OK. On va débuter avec la première question, le cardio avant ou après la séance de musculation. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est du cas par cas. OK? La majorité des gens qui viennent me voir, ça va être après la séance de musculation. OK? Pourquoi? C'est que la majorité des gens qui viennent me voir, c'est pour de la musculation. OK? C'est pour améliorer leur performance reliée à la musculation, pour créer de l'hypertrophie, créer du muscle, peu importe la force musculaire. Ça fait que notre priorité, dans votre cas, est la musculation. Ça fait que c'est pour ça qu'on va faire le cardio après la séance de musculation, parce que le cardio avant va affecter ta performance lors de la musculation. Ça fait que si je vais courir un 5 km, okay, avec un pace moyen, ça va engendrer de fatigue, okay, même si c'est un pace moyen. Puis je vais arriver sur ma musculation, mais tu sais, au lieu, je ne sais pas, de donner 92% d'intensité, mais tu vas en donner peut-être 65. Ça fait que la grande différence entre lui qui a fait le cardio avant, l'autre qui ne l'a pas fait après, euh, c'est l'intensité. Okay? Ça va tellement, ton intensité va tellement chuter que ça n'avalera même pas la peine de lever les poids. Okay? En faisant ton cardio après, le cardio, euh, heureusement, l'intensité est beaucoup moins importante que l'intensité de la musculation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir des bienfaits au niveau cardiovasculaire, au niveau de ta perte de gras, même si ton intensité cardiovasculaire est moins élevée. Puis si vous vous informez auprès de coureurs de moyenne longue distance, ils sont jamais dans des intensités très élevées, ils gardent toujours un pace. Fait que ça démontre encore une fois que le cardio, au début de le faire après. Euh, Également, c'est que la majorité des gens, on s'entraîne pour perdre du gras. Okay? Quand tu fais ton cardio après, ce qui arrive, c'est que ça fait 45 minutes, 50 minutes de musculation que tu fais. Dans ton corps, tu as des réserves énergétiques. Okay? Que ce soit l'ATP, la créatine phosphate, le glycogène hépatique, le glycogène musculaire. Ça fait que tu as beaucoup de sources d'énergie prêtes pour ton entraînement de musculation. Okay? Ça fait qu'après 1 heure de musculation, forcément que les réserves énergétiques se sont vidées davantage, le glycogène hépatique dans le foie et le glycogène musculaire dans le muscle. Okay? Ça fait en sorte que quand tu es rendu à faire ton cardio, ben, tu n'as presque plus de glycogène hépatique et musculaire. Ça fait que tu as beaucoup plus de chances d'utiliser ton gras comme source d'énergie. C'était là que je voulais m'en venir. Ça veut dire que le cardio après va utiliser davantage le gras comme source d'énergie. Okay? Quand, quand on va faire le cardio avant, okay? Ça va être surtout pour les gens que le cardio est relié à leur sport. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui pratique le ski de fond, quelqu'un qui pratique l'athlétisme, le soccer, la course, le vélo. Puis lui, il veut améliorer ses performances de son sport. Mais le cardio, dans ce cas-là, on pourrait le faire avant. OK? Mais dans les autres cas, la majorité des autres cas, on va le faire après. C'est sûr que moi, je dis toujours à mes clients, ben, tu fais aussi ce que tu vas suivre. Si je te dis de faire le cardio après, ben, tu le feras jamais parce que tu es rendu à bout, tu as hâte d'aller chez vous. Mais t'es mieux de le faire avant. Okay? C'est mieux de le faire quand tu as à le faire avant si tu es pour pas le faire. Mais dans la majorité des cas, je le conseille toujours de le faire après. Sinon, un autre moment dans la journée, parce que des fois, il y en a qui peuvent se le permettre.
Idéalement, on met 6 heures entre les deux entraînements, entre le cardio et la musculation, si tu le fais à deux différents moments dans la journée. Le cardio va être toujours mieux le matin. Ça, c'est juste si vous avez le choix. Là. Tu sais, es au chômage parce que tu as une tendinite au doigt. Là. OK, ben là, tu peux en arrêt maladie parce que tu as une tendinite au doigt. Ça fait que là, tu pourrais faire ton cardio le matin. Pourquoi? C'est qu'on va être plus performant le matin au niveau cardiovasculaire parce que la fréquence cardiaque de repos est plus basse. OK? Puis en fin de journée, mais là, 6 heures après, tu pourrais faire ton entraînement de musculation. Fait que ça, c'était les grandes lignes de pourquoi on devrait faire le cardio après la séance de musculation. Comme je l'ai mentionné, dans certains cas, on va le faire avant. Maintenant, on va y aller avec la question numéro 2, qui est le bend over row. Quelle prise nous allons utiliser? C'est-tu la prise pronation? On se rappelle que quand c'est la prise pronation, c'est quand je prends l'objet. Ça veut dire on va mettre les mains comme ça. Ou la prise supination, ce qu'on va mettre les mains comme ça. Le truc, on se rappelle, je prends, je supplie. OK? Puis le bent over row, pour les gens qui ne le savent pas, je vais vous montrer un exemple. J'ai mes dumbbells ici. C'est sûr que bent over row, ça se fait avec des dumbbells également, mais moi, je préfère quand même le donner avec une barre. OK? Ou une Smith Machine. Même en hypertrophie, ça sera encore mieux. La Smith Machine, un meilleur contrôle sur la charge, meilleure stabilité. Ce qui arrive, là, vous ne voyez pas super bien mes dumbbells, mais de toute façon, vous allez être en mesure de comprendre. Okay? Là, imaginez-vous que j'ai une barre. Je mets-tu mes mains comme ça ou comme ça? Ça veut dire supination ou pronation. Ça va dépendre. Okay? C'est sûr que moi, je ne suis pas un grand fan de la prise supination. On se rappelle que bent over row, c'est on ramène la barre vers le sol et on la ramène vers le nombril. Okay? Plus tu vas pencher ton tronc vers l'avant, plus ça va être difficile également. C'est sûr que dans le gym, je vois beaucoup des gens qui sont pratiquement droits, puis ils tirent comme ça. Mais n'oubliez pas que les poids, la barre, travaillent contre la gravité. Ça veut dire si tu es complètement droit, ben pratiquement droit, ben ton dos avec la charge, il n'y a aucune gravité d'impliquer. Ça fait que tu vas tirer simplement avec les bras. C'est ça. Je vais recommencer avec la prise que nous devons utiliser. Ça dépend encore là, OK? La prise supination, ce que j'aime moins, c'est que ça met beaucoup de pression au niveau des tendons du bicep, OK? Puis sans t'en rendre compte, des fois, tu peux donner un petit coup. Puis malheureusement, il y a quand même beaucoup de rupture du tendon distal qui se fait sur des exercices comme ça. Moi, ça m'est arrivé une rupture du tendon du bicep distal, mais c'est arrivé au football, puis je peux vous dire, 3 mois en attelle, c'est pas intéressant. Okay? Ça fait que si vous utilisez la prise supination, faites attention pour ne pas donner le coup. Ce qui est très intéressant avec la prise supination, par contre, c'est qu'on n'a pas le choix de garder les coudes proches du corps. Ça fait en sorte que tu travailles vraiment mieux ton dos que la prise pronation. Mais encore là, ça sollicite beaucoup le bicep également. Ça fait que ça se peut que ta charge soit plus basse que l'autre prise. Okay? Mais si tu travailles en supination, puis tu as un bon feeling, tu sens que tu n'as pas une bonne pression des biceps, puis que tu utilises la prise pronation, puis là, tes coudes ouvrent vers l'extérieur, ben, tu es mieux d'utiliser la prise supination. Okay? Sinon, si en prise pronation, tu es capable de garder les coudes proches, ben, c'est celle-là que je vais conseiller parce qu'elle met moins de pression au niveau des biceps. Okay? Il y a une chose, par exemple, que je vois souvent en pronation, c'est quand j'ai les mains comme ça. Je vais essayer de mettre mon écran dans le sens du monde, comme ça. Ça fait que souvent, quand les gens utilisent la prise pronation, c'est qu'ils causent des poignets comme ça. Ils ont de la misère à tenir la barre parce qu'ils sont trop faibles au niveau des extenseurs du poignet. Les extenseurs du poignet, c'est sur le dessus de l'avant-bras. Fait que quand ils tirent, tu vois toujours un peu les poignets cassés. Ben, dans ce cas-là, la personne est mieux d'utiliser la prise supination. Okay? J'espère que c'était clair parce que des fois, tu sais, je monte l'exercice, je regarde l'écran, je peux me perdre dans mes mots.
Ça fait que je vais faire un résumé rapide de ce que je viens de dire. La prise supination va être euh, très bonne sur un bent over row si tu n'as pas trop de pression au niveau de tes biceps. Puis si la prise pronation, tu n'es pas capable de garder les coudes collés, puis là, tu ne ressens pas bien ton dos, mais là, tu es mieux d'utiliser la prise supination. Si en pronation, tes poignets cassent à toutes les fois que tu tires, ben, tu es mieux d'utiliser aussi la prise supination. Moi, dans mon cas, je vais utiliser la prise pronation, ok, parce que j'ai des antécédents de blessures au biceps. Puis quand je le fais en supination, je sens énormément de pression au niveau des biceps. Ça fait en sorte que je ne l'utilise pas, cette prise-là. Ok. Mais si toi, tu n'es pas capable de garder les coudes collés, tu es mieux d'utiliser la prise supination. Ok. On finit par se mêler avec les mots. On va parler maintenant de la troisième question qui est l'inertie. Okay, c'est quoi l'inertie dans le fond? Comme je vous dis, je ne suis pas un spécialiste de la biomécanique. C'est le moment que la charge force, okay, qu'elle s'accélère. Euh, Ce qui arrive en musculation, il y a beaucoup d'exercices où ce qu'on va tricher l'exercice pour enlever l'inertie. Ça fait en sorte que tu ne forces pas. Okay? Je vais te donner un exemple. Je vais revenir avec le bent over row. Je vais le faire sans poids. De toute façon, avec l'écran, vous ne voyez pratiquement pas mon mouvement. Okay? Ce qui arrive sur un bent over row, encore une fois, c'est que les gens tirent. Okay? Puis ils suivent la barre. Ils tirent, puis ils suivent la barre. Ce qui arrive avec ça, c'est que tout le moment, le début du mouvement, avec l'accélération que tu viens de donner au début, ça fait en sorte que tu vas juste forcer rendu en haut du mouvement. Ça fait que ça, c'est que tu as enlevé l'inertie. Tu as utilisé l'accélération. Fait que ça fait en sorte que tu fais seulement suivre la barre. C'est important sur un bent over row, par exemple, de contrôler ta charge. Okay? C'est pas la barre qui doit soigner de A à B, mais c'est toi qui dois toujours la contrôler. Sur un dumbbell lateral raise, on se rappelle que quand on utilise un poids, un dumbbell, mais le dumbbell, lui, il va travailler contre la gravité également. Ça fait que si, par exemple, tu commences toujours le mouvement ici, puis là, tu utilises l'accélération, ok, l'inertie. Fait que tu utilises l'accélération pour lever la charge, mais la charge, elle prend une certaine vitesse. Fait que là, toi, tu ne forces pas de là à là parce qu'il n'y a pas de gravité d'impliquer. Puis là, tu utilises en plus la vitesse. Fait que là, ton mouvement, ton poids, là, ici, il y a encore de l'accélération. Là. Il y a encore de l'accélération. Oh, là, la charge, tu dois l'amener en haut. Ça fait que là, ce qui arrive, c'est que tu vas forcer seulement, quoi, 10-20 degrés. Ça fait que si tu utilises toujours l'inertie en accélérant la charge ici, puis là, oh, elle continue à prendre la vitesse, elle continue à prendre la vitesse, oh, là, il faut que tu forces. Ça devient un mouvement qui est peu efficace parce que tu as forcé simplement sur 15-20 degrés. C'est correct de tricher une à 3 répétitions, mais il ne faut pas tricher de 1 à 10 répétitions. Fait que ce qu'on va faire pour contrôler l'inertie dans ce mouvement-là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le commencer un peu plus haut. Puis on n'utilisera pas l'accélération. On va la contrôler. Ça veut dire quoi? On va toujours prendre une pause en bas. Okay? Même si j'écris dans le tempo 2-0-1-1, oui, la pause, ça va être en haut, mais prends quand même une pause en bas pour ne pas utiliser l'accélération pour amener ta charge en haut. Puis après, tu sais, en musculation, c'est dur de créer du muscle. Fait, tu sais, des petits détails comme ça font en sorte que peut-être tu vas avoir une livre de plus de masse musculaire en dedans de 3 mois, mais tu sais, sur 10 ans d'entraînement, ça fait une bonne différence. Puis parler à des gens qui s'entraînent depuis 20 ans, c'est très difficile de créer du muscle. Ça fait que si vous trichez avec des petits trucs comme ça, des petits détails comme ça, mais ça va faire en sorte que vous allez avoir moins de résultats. Le close grip bench, okay, c'est un exercice qu'on utilise pour les triceps, que la majorité des gens vont sentir davantage les pectoraux. Okay? Close grip bench press, c'est un bench press. On a un petit peu les mains plus à l'intérieur. Ça fait que c'est pas un bench, c'est vraiment un close grip bench. On ne fera jamais ça, ok, en passant. Là,
sais, moi, la musculation, pour moi, ça représente la vie réelle, ok? Les mouvements de la vie réelle. Puis quand est-ce que tu vas pousser quelqu'un tout poigné de même ou que tu vas traîner un frigidaire, tu vas être en bas d'un marche, tu tiens le frigidaire parce que tu déménages, mais tu ne tiendras pas de même tout poigné. Tu vas garder une largeur à peine à l'intérieur de l'épaule parce que tu es beaucoup plus fort comme ça que tout poigné comme ça, là, OK? Close grip bench press, pourquoi que la majorité des gens le sentent dans le pic? OK? Ce qui arrive là, c'est qu'avec, c'est encore une question d'inertie, c'est qu'on va descendre la charge. Puis là, rendu ici, on va pousser la charge avec nos pectoraux. Il y a aussi le réflexe d'étirement que je ne parlerai pas aujourd'hui. Puis là, il va pousser la charge avec son chest. Rendu ici, la charge, elle a une certaine vitesse. Elle a pris de l'accélération, la charge. Fait que rendu au moment où que les triceps doivent travailler, ben, tu as déjà de la vitesse. Fait que tu n'as pratiquement pas forcé les triceps. Parce que c'est ton chest qui a propulsé la charge. Fait que ce que tu peux faire dans ce cas-là pour bloquer l'inertie, pour vraiment travailler tes triceps, puis je l'écris dans le tempo, là. C'est que la majorité des gens prennent pas le temps de lire le tempo. Ben moi, j'écris 2-0, 2-0. Ça fait que quand on va arriver, ben là, au lieu de la pousser rapidement en une seconde, comme la majorité des autres exercices, j'ai mis un 2. Ça fait qu'en mettant un 2, ben, tu bloques un peu l'accélération de ton chest, ça va faire en sorte que tu vas travailler plus ton triceps. Puis même, ce que je conseille, c'est dur à écrire dans un programme, ça fait que je peux pas vraiment l'écrire, mais si je vous vois en personne, je vais vous le dire. Ça fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre, OK? Rendu au un tiers de l'arrêt, je vais bloquer là, une seconde. Ça fait que je vais arrêter l'accélération, l'inertie. Puis rendu au milieu, ben là, j'aurai pas le choix d'engager mes triceps parce que la charge de plus aucune vitesse. Fait que ce qui est intéressant sur un close grip bench, tu prends une pause un petit peu avant la moitié de la répétition. Comme ça, tu arrêtes l'accélération de la charge puis tu viens finir avec ton close grip. Fait que ça, c'est l'inertie. Il y avait-tu un autre exercice? Le dumbbell lateral raise, j'en ai parlé. Le bent over row, le close grip bench press. Oui, sur le bent over row, j'ai mentionné que sur le T-bar row, excusez-moi, que je voulais vous parler de est-ce qu'on utilisait la prise comme ça ou comme ça. Euh, c'est sûr, là, je ne suis pas un spécialiste des lives, je ne partagerai pas mon écran pour vous montrer, mais normalement, tu vas regarder les fils musculaires du dos. Okay, le dos, là, il y a plein de couches de muscles, il y a plein de muscles, mais la grande majorité des muscles du dos, les fibres musculaires sont comme ça, un peu comme un triangle. Okay? Puis quand on fait de la musculation, on veut toujours travailler dans le sens des fibres musculaires. Fait que si je mets mes mains comme ça, okay, ça va travailler plus il y a, les fibres, là, j'ai dit qu'elles étaient comme ça. Si je lève mes mains comme ça, ben là, je vais travailler les fibres qui sont plus horizontales. Ça fait que ça va être beaucoup plus le trapèze moyen et le derrière d'épaule. Mais l'exercice, moi, je l'utilise pour le dos dans la plupart des cas, là. Okay, sauf si j'écris Real Delt Row. Mais la majorité des cas, je l'utilise pour le grand dorsal. Ça fait que ça ne sera pas la prise là. Parce que je viens de dire que ça travaille le trapèze moyen et le derrière d'épaule parce que les fibres musculaires sont horizontales. Puis est-ce que je vais utiliser la prise qui est comme ça? En fait, cette prise-là, il n'y a pas beaucoup de fibres dans le dos qui ont vraiment la verticale. Je ne suis pas un spécialiste de la biologie, mais à mes souvenirs, il y a les longitinus. Okay, c'est tous les muscles qui longent la colonne vertébrale. Okay, mais j'ai dit que j'utilisais plus pour le dos, pas les ailes. Oui, c'est quand même un muscle du dos, mais je n'ai pas dit les extenseurs du dos. Là. Quand je dis dos, moi, ça veut dire surtout le grand dorsal. Okay? Ça fait que là, ce ne sera pas la prise là qui va être intéressante. Puis en plus, elle est tellement proche que c'est dur. Garder les coudes collés, ça fait qu'on est tout le temps obligé de tricher. Ça fait que c'est pas une prise que j'utilise. Ben, celle-là, je l'utilise jamais, pour être franc avec vous.
J'utilise, oui, L de temps en temps pour le trapèze moyen et le derrière d'épaule, mais la prise qu'on va utiliser, c'est L qui est plus comme un triangle 45 degrés. Ça fait que quand tu vas tirer, tu vas être vraiment dans l'axe des fibres musculaires. Puis ça, c'est important en musculation. Hein. Il y a beaucoup d'exercices qui ne respectent pas le sens des fibres musculaires, même s'il y a un certain ressenti. Tu sens une contraction, ça ne veut pas dire qu'il y a des gains. Hein. Je vais y aller maintenant avec la dernière question que j'avais écrite. La charge allostatique. C'est quoi la charge allostatique? Dans le fond, la charge allostatique, c'est une trop grande accumulation de stress psychologique, mental, physique. C'est sûr que tu sais, quelqu'un qui, je sais pas, est en séparation, il travaille trop, il dort pas bien, euh, même si tu sais, il suit sa diète, il bouge, etc., mais il ne réussira pas à perdre de gras. Parce que ça, on appelle ça une charge allostatique trop élevée. Okay? C'est une accumulation de stress chronique. Ça va faire quoi en sorte? C'est que ça va augmenter le cortisol. Le cortisol, je vais vous en parler davantage tantôt, mais en gros, le cortisol, le cortisol, c'est pas un ennemi dans tous les cas. Là. Il y a des utilités très intéressantes, je vais en venir tantôt, mais c'est qu'à long, ça va favoriser le stockage autour de l'abdomen, ça peut réduire aussi ton métabolisme, puis ça va affecter aussi ta faim. En perte de gras, par expérience, les gens qui ne ressentent pas la faim, qui n'ont jamais faim, malheureusement, c'est souvent des gens qu'au niveau des hormones de la faim sont déréglés. Puis dans la majorité des cas, mais c'est à cause du stress, une charge allostatique trop élevée. Fait que quelqu'un qui ne ressent pas la faim, malheureusement, il ne perd pas de gras. Il y a d'autres facteurs également. OK, je vais vous expliquer maintenant pourquoi le cortisol, ça crée du gras. Dans le fond, le cortisol, là, il est très important hein, quand tu t'entraînes, il est très important dans la vie de tous les jours. Sans cortisol, tu ne te lèves pas de ton lit. Là. Le cortisol, lui, en fait, oui, on l'appelle l'hormone reliée au stress. C'est un hormone qui est pas aussi rapide que l'adrénaline. L'adrénaline, c'est instantané. Le cortisol, ça monte, ça a une courbe. Là, tu sais, ça monte, oh, il y a un pic, ça redescend, etc. etc. Mais ce qui arrive, dans le fond, ben, c'est quoi le rôle du cortisol? C'est que le cortisol, lui, son rôle, c'est d'aller chercher de l'énergie dans le corps. Que ça veut dire ben, des nutriments. On va appeler ça plus des nutriments. Ça peut être du glycogène hépatique, du glycogène musculaire, ça peut être la protéine, le muscle, ça peut être le gras. Puis il va aller fabriquer il va aller mettre avec ça, ça dépend, ça peut être la néoglucogenèse, la lipolyse. Mais en gros, dites-vous qu'il va aller chercher dans ces réserves énergétiques-là pour faire du glucose, okay, du sucre. Puis il va le mettre en circulation sanguine pour affronter le défi de la journée, le stress. Okay? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'humain, si tu recules il y a 200-300 ans et plus, avait souvent il était souvent en mode survie. Ça fait que c'est sûr que le cortisol avait un rôle très, très important. Mais aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'on ne se bat pas contre un lion. Jamais. On n'a pas à se battre contre quelqu'un pour survivre, etc., etc. C'est tous nos petits stress de la vie tous les jours qui fait lever le cortisol. Ça fait que là, ça fait quoi? C'est ça. Ça fait que là, le cortisol, lui, là, il va amener, c'est ça. Ça fait que là, il va amener plein de glucose en circulation sanguine, puis il va te préparer pour la journée. Okay? Mais toi, ton gros stress de la journée, là, c'est aller travailler, c'est payer ta facture, puis c'est être pogné dans le trafic. Okay? Puis écouter tes enfants chialer. Ça, c'est ton stress de la journée. Mais là, lui, là, il a amené plein de glucose en circulation sanguine pour affronter un lion, pour affronter un autre humain, pour grimper dans un arbre, pour te sauver d'une tempête tropicale. Mais toi, tu as juste eu à aller travailler, à gérer tes enfants, puis à être pogné dans le trafic. Ça fait que là, finalement, toute cette énergie-là qu'il a préparée, tout le glucose qu'il a préparé pour avoir de l'énergie pour affronter ces combats-là, ben là, il n'a pas eu besoin parce qu'en réalité,
c'est pas un stress qui demande de l'énergie. Fait que là, le corps, il capote. Il dit que je fais quoi là? Moi, j'ai plein de glucose dans la circulation sanguine. Fait que je fais quoi avec ça? C'est que dans la majorité des cas, il va aller les entreposer dans les adipocytes. Ça veut dire les cellules graisseuses. C'est pour ça qu'on dit que le cortisol est pas bon pour la perte de gras. C'est quand tu es tout le temps stressé, tout le temps stressé, tout le temps stressé, mais tu as plein d'énergie prête à affronter le combat, la survie, la fuite. Mais toi, tu as juste une vie avec des légers combats, tu sais, qu'on peut pas appeler ça des combats, c'est juste la routine. Ça fait que là, tu as tout à plein d'énergie prête à affronter le combat, mais tu l'utilises pas. Ça fait en sorte que ton corps, malheureusement, va aller le réemmagasiner en graisse. Fait que c'est pour ça que la charge allostatique élevée nuit à la perte de gras. Puis en plus, c'est que tu n'es pas en mesure de bien utiliser les nutriments. Ça fait que tu n'es pas en mesure de brûler du gras facilement. Tu es résistant à l'insuline également, etc., etc. Puis quand tu arrives pour te coucher, malheureusement, ben, ton cortisol, je te donne un exemple, il est supposé d'être là, quasiment au plus bas, là, parce que tu vas te coucher, là. Mais toi, à cause que tu as pris un café, tu as eu un petit stress, tu fais pas d'entraînement, tu gères pas ton stress, ben le cortisol, lui, la courbe était là encore. Fait que c'est sûr que ça, en plus, pendant le sommeil, c'est vraiment pas l'idéal. Fait que c'est important de contrôler notre gestion du stress. Je sais que c'est pas évident, là, on est tous stressés. Puis je veux juste faire une petite parenthèse parce que je vois souvent ça au niveau de la perte de gras. Là. Euh, Ce qui arrive, là, je vais juste regarder si j'ai des questions. Ok, ça va. Au niveau de la perte de gras, là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le mindset. Je vise personne en particulier, mais c'est des discours que j'ai régulièrement, qui n'ont pas le mindset pour engendrer une perte de gras. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai joué au football longtemps. Vous le savez, je le répète, je compte tout le temps ma vie, hein, que veux-tu? Euh, Puis, t'avais beau avoir la meilleure équipe, là, mais si l'équipe avait une attitude de cul, là, tu sais, on allait jouer un match, là. Ouais, c'est sûr qu'on gagne. Puis là, on fait 4-5 mauvais jeux, puis l'autre équipe score. On a toute la tête dans le cul, là. Même si on est 10 fois meilleur que autres, on la perd, la game. Moi, je vois ça pareil au niveau de la perte de gras. Fait que si la personne, hey, je maigris pas, je suis stressé, hey, j'ai pas perdu de poids, c'est quoi qui se passe, j'ai tout fait ce qu'il fallait, tu maigriras pas. C'est plate, mais par expérience, les gens qui ne maigrissent pas, c'est des gens qui ont une vision négative de leur perte de gras, où ils se mettent énormément de pression. Euh, Ça fait que, tu sais, essayer de lâcher prise par rapport à ça. Je sais que c'est pas évident, mais tu sais, fiez-vous au processus, soyez fiers de vous, peu importe le nombre de livres perdus, même si vous n'avez pas perdu, vous avez quand même fait les efforts, vous avez mangé santé, etc., etc. Moi, je vais revenir avec le football parce que ça me manque, puis j'aime bien le football. Là, on avait une attitude de cul, là, OK? On perd 14-0. Là, il y a un gars, il fait un jeu incroyable, puis il score ses 14. Hey, tout d'un coup, wouh! Le momentum, on est tout craqué. Puis là, c'est quoi qui se passe? On a tellement un bon mindset, un bon momentum que finalement, on en reparle dessus de la game. Mais moi, je vois ça pareil au niveau de la perte de gras. Ça fait que c'est très important d'avoir le mindset aussi qui suit avec ça. Il y a même des études sur la religion catholique, là. Au nom de Dieu, faites votre prière, que les gens euh, digéraient mieux. Pourquoi? C'est qu'avant le repas, ils priaient. Tu sais, ils lâchaient les écrans, ils lâchaient le cellulaire, puis ils priaient, puis ils remerciaient Dieu. Ça fait qu'ils rentraient en gratitude. Ça fait qu'en étant en gratitude, tu absorbais mieux les aliments parce que la digestion commence aussi au niveau encéphalique, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Ça fait que si tu sais, tu tout le temps négatif au niveau de ta perte de gras, comment veux-tu maigrir? Oui, la charge allostatique également, mais tu sais, c'est important changer ton mindset par rapport à ça. Euh, Écoutez, j'ai déjà dépassé le temps. Des fois, je tourne en rond, je suis désolé parce que je check les messages,
Je regarde mon écran, ça en fait des trucs à penser, là. Hein, vous voyez pas ça, vous autres? En ce moment, j'ai un gros deal pour les téléphones TELUS 100 GB, 35$ par mois. Si ça vous intéresse, écrivez-moi en privé. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, ben moi je les prendrai, puis la prochaine fois on fera un live avec ça. De toute façon, je m'en sers comme contenu sur ma chaîne YouTube. Fait que je vous laisse là-dessus. Merci à tous. Le prochain, on va le faire dans 3 4 semaines. Je vais prendre les questions en note. Merci pour votre temps. Bon visionnement.